ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 10. Construire en pierre sèche. Cette technique ancestrale est tout à fait contemporaine aujourd'hui et même est devenue un petit peu à la mode avec ce qu'on sait maintenant sur ses qualités techniques drainantes, de souplesse. Le long des routes ou entre les parcelles, les murets en pierre sèche font partie du patrimoine rural des Cévennes. Au tournant des années 2000, sous l'impulsion du Parc national des Cévennes, les derniers professionnels construisant en pierre sèche se rapprochent. L'association ABPS Artisans Bâtisseurs en pierre sèche voit le jour en 2002. En 2015, elle crée un centre de formation spécifique. Rencontre avec la directrice d'ABPS, Cathy O'Neill. Cathy O'Neill, bonjour. Bonjour. Alors on parle aujourd'hui avec vous de la pierre sèche. C'est un matériau très spécifique, mais de quoi parle-t-on ? Bon, la pierre sèche, c'est les pierres naturelles qu'on trouve partout dans l'Écosse et les Cévennes. C'est une multitude de types de pierres différentes. Mais la pierre sèche est un mode constructif en fait. C'est une façon de construire des ouvrages avec la pierre naturelle, mais en n'utilisant aucun lien. Donc il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de terre. C'est un agencement des pierres entre elles, une organisation qui fait qu'on construit des murs poids pour soutenir la terre, des murs de soutènement donc, ou des murs de clôture et d'autres ouvrages qui peuvent être des clés, des fours à pain, des bergeries parfois, des ouvrages notamment à utilisation agricole. C'est une technique qui est utilisée partout dans le monde où l'homme avait besoin de modeler son territoire pour survivre en fait. Et on le trouve aussi bien en Chine, en Inde, beaucoup dans le bassin méditerranéen, en Grèce, en Turquie, en Chypre, en Italie, en Espagne, et bien sûr en France, en Grande-Bretagne aussi, en Irlande, en Australie. C'est partout où il y avait les pierres, pas très loin sous les pieds en fait. Partout dans le monde où il y avait la pierre, on a modelé le terrain avec la pierre sèche. Et qu'est-ce qui fait finalement que quand on pense aux Cosses et aux Cévennes, on pense aussi à ces constructions, à ces agencements en pierre sèche ? Alors c'est vrai que le Cosse et les Cévennes sont un territoire très marqué par la pierre sèche, de façon un peu différente selon les endroits. Les vallées cévenoles sont très escarpées et avec des grands épisodes cévenols qu'on connaît bien. Depuis le temps immémorial, en fait, on a utilisé la pierre sèche pour soutenir la terre, pour arrêter l'érosion et pour contrôler l'eau, pour pouvoir cultiver. Donc ça, c'est vraiment les terrasses qui sont emblématiques des Cévennes. Et sur les Cosses, aussi, on a, lié à l'agropastoralisme, sur les zones calcaires, beaucoup de murets, d'ouvrages en pierre sèche pour contenir des animaux, pour protéger contre le vent aussi, certains endroits. C'est vraiment emblématique de ce territoire-là. Alors, on peut tous s'essayer à faire des constructions en pierre sèche, mais à mon avis, il vaut mieux passer par de la formation, et c'est un peu la vocation de ce lieu, là où nous sommes aujourd'hui, dans les Cévennes. Oui, là, aujourd'hui, on est à l'Espinasse, donc c'est plusieurs choses sur ce site. C'est une école de la pierre sèche, la première école professionnelle de la pierre sèche en France, en fait, et une école qui attire de l'attention de l'Italie, de l'Espagne, avec qui on travaille en partenariat, la Belgique, le Luxembourg. On forme des gens de France et de partout. On forme à plusieurs niveaux. On fait beaucoup de formations d'initiation, soit pour tout public, les autres constructeurs, soit aussi pour les artisans ou les agents techniques ou les agriculteurs, les gens qui ont besoin de la pierre sèche dans leur métier. Et c'est vrai qu'avec peu de temps, on peut avoir une base en pierre sèche. Et si on veut que ça soit son métier, il faut se former plus longtemps et aller vers la qualification. On a 2 niveaux de qualification, ouvrier professionnel en pierre sèche et compagnon professionnel en pierre sèche. Donc ça, c'est les qualifications qu'ABPS a menées au niveau national.
en 2010 et en 2014 pour garantir un peu les compétences sur le marché et pour faire une sorte que le marché se développe. Et donc ça, c'est un gage de qualité de la formation, en tout cas de ceux qui passent par cette formation ici? Mais en fait, le fait de se qualifier pour ceux qui veulent en faire leur métier, c'est une façon dans laquelle on peut redonner confiance aux donneurs d'ordre publics et privés de cette technique qui était un petit peu oubliée après la guerre et avec les bétons qui est venu prendre le marché partout pour bâtir plus vite. Et on a oublié en fait comment on travaille vraiment la pierre sèche. Donc c'est une façon aujourd'hui à donner confiance. Nous on travaille aussi beaucoup sur la recherche avec les grandes écoles de génie civil qui travaillent sur le soutènement routier notamment. À Espinasse ici on a une plateforme de recherche qu'ils utilisent ponctuellement pour leurs tests sur le comportement de la pierre sèche et pour comparer avec d'autres modes constructifs. Et tout ça vient conforter un peu la notion que cette technique ancestrale est tout à fait contemporaine aujourd'hui et même est devenue un petit peu à la mode, on peut dire, avec ce qu'on sait maintenant sur ses qualités techniques drainant, de souplesse et également sur le parti patrimonial, bien sûr, mais aussi de la biodiversité auquel les murs en pierre sèche contribuent sur ce territoire et ailleurs. C'est vraiment un lieu ressource, finalement, ici. Il n'y a pas que la formation, il y a d'autres volets que vous assurez. Oui, aussi on travaille avec un réseau national de bâtisseurs qui sont qualifiés. On travaille sur les règles professionnelles, on fait évoluer les qualifications. On travaille aussi sur la complémentarité avec d'autres branches, d'autres filières comme le bois, l'agriculture qui peuvent venir avoir besoin en fait de ce mode constructif et nous également avoir besoin d'eux. C'est aussi un lieu d'exposition ouvert au public sur le sous-sol pendant les périodes estivales et qui montre un peu le pierre sèche sur un autre angle, c'est-à-dire un angle artistique. Et on a certaines personnes, notamment l'artiste Dimitri Gouton, qui pousse cette mode constructif à un extrême et qui bascule dans l'art pur. C'est un compagnon bâtisseur et qui a créé des ouvrages d'art qui sont actuellement dans la salle d'expo. Est-ce que vous pratiquez vous-même ces techniques que vous côtoyez tout le temps ? Oui, mais que dans mon jardin. Je suis pas une bâtisseuse. Moi, je connais des bâtisseuses, des femmes. Il y a des femmes bâtisseuses aussi. C'est pas qu'un métier masculin. C'est important de le montrer et de le dire, bien qu'ils sont un pourcentage faible par rapport au pourcentage masculin, parce que c'est tout le métier de la maçonnerie, mais qui ça ouvre aux femmes en ce moment. Mais moi, je suis pas une pierreuse. Moi, je construis différemment. Je suis complémentaire aux membres professionnels parce que je construis des dossiers, je construis des projets, j'anime des projets, mais pour moi c'est chapeau bas à ces personnes, ces bâtisseurs et bâtisseuses parce qu'ils et elles font un métier extraordinaire mais c'est pas le mien. Et justement, quelle qualité il faut ? Vous les voyez passer ces stagiaires, vous voyez un petit peu quelle est leur force de caractère, leurs envies, leur profil, j'allais dire. Alors évidemment il n'y a pas un profil type parce que c'est des personnes qui viennent de tout aspects sociaux, tout âge, tout endroit, mais je peux dire qu'ils sont tous attirés fortement par la matière, par la construction. Ce sont des personnes souvent de fort caractère, qui veulent travailler dehors, qui sont parfois... Moi, je fais des réunions avec des bâtisseurs qui sont sur des commissions thématiques ou qui sont des conseils d'administration. Après une après-midi dans une salle, ils commencent à vouloir sortir. C'est pas leur milieu. C'est une activité physique quand même, exigeante sur le plan mental aussi, ce qu'on dit pas assez, et même artistique, créatif. C'est vraiment le sens de l'artisan. Et on voit que c'est des gens qui souhaitent avoir un challenge, un défi. Et le défi, c'est une construction, mais c'est aussi comment faire pour construire, comment organiser son chantier, comment aller jusqu'au bout avec les difficultés que ça présente. Et c'est des gens qui sont très, très créatifs. Alors, prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de l'élevage et plus précisément de la transhumance. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cathy O'Neill ? Mais voilà, on est assis dehors, pour ceux qui ne voient pas, à côté d'une calade qui monte sur une draille, qui fait partie de la draille de Languedoc, et le draille par où les transhumants passent, et ils passent encore aujourd'hui. Et ce passage que nous sommes en train de regarder est caladé à pierre sèche. Ça veut dire que la pierre sèche était posée dans le sol, les pierres à champ, verticalement, et c'est une façon de garder, de maintenir le sol pour les passages d'animaux et d'humains. Et cette passage qu'on voit à côté d'Espinasse, il se transforme en torrent
par des fortes pluies. Et donc, ça dirige aussi les eaux pour éviter qu'ils en ravinent. Donc, je peux faire un petit lien. Pierre sèche aussi sur le Caladé, ce qu'on trouve souvent sur les drailles pour que les bêtes montent. Et là, on est juste à côté d'une draille. Merci beaucoup, Cathy O'Neill. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.